Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. D'après le dernier rapport sur la conférence des entreprises européennes en Chine, réalisé par la Chambre de commerce européenne, malgré les fortes incertitudes survenues depuis l'apparition du coronavirus, la plupart des entreprises européennes sont toujours déterminées à se développer en Chine. Depuis son ouverture il y a 40 ans, le marché chinois a beaucoup évolué. Eldorado pour les uns, terrain ultra compétitif pour les autres, quel est aujourd'hui le vrai visage du marché chinois? Et quelles sont les opportunités et les défis pour les entreprises étrangères, surtout avec l'impact de la pandémie et la montée des tensions géopolitiques? Et comment surmonter les différences dans les pratiques commerciales pour réussir son développement? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Je reçois par visioconférence M. Han Qimong. Monsieur Han Qimong a travaillé pendant 10 ans au cabinet d'avocats français Gide. Il est parmi les premiers avocats chinois à avoir travaillé dans un cabinet d'avocats étrangers et il a participé à la négociation de nombreux premiers contrats d'investissement français en Chine. Et Monsieur Javier Gimeno, CEO de Saint-Gobain en Asie et président du club d'entrepreneurs France-Chine. Alors, je vais commencer par Monsieur Han Qimong. Vous avez travaillé en fait sur de nombreux premiers contrats d'investissement français en Chine. Quels sont vos souvenirs les plus marquants de ces premières heures? Tout au début, c'est en 1995, donc ça fait 25 ans, donc je commence à travailler dans ce domaine de l'investissement étranger en Chine. Et à l'époque, donc nous avons peu de références de lois et de règlements, mais nous avons beaucoup de intervention du gouvernement local ou de l'autorité de tutelle d'un secteur d'activité. Par exemple, si vous investissez dans le domaine de ciment, à ce moment-là, donc il y a l'autorité de construction qui va intervenir, qui va donner des explications sur comment faire un projet. Donc, à l'époque, quand deux partenaires discutent, il y a toujours un troisième partenaire qui est un gouvernement local ou une autorité de tutelle. Quelquefois, directement, on négocie avec l'autorité locale et quelquefois, on négocie à travers le partenaire. Donc, ceci est dévolu petit à petit au fur et à mesure que les lois et règlements deviennent plus concrets, plus nombreux, plus adaptés. Et à ce moment-là, donc, de plus en plus, les négociations se sont conduites par les deux partenaires. Jusqu'à aujourd'hui, il y a par exemple très peu, je ne vois quasiment pas de l'intervention de l'autorité locale. Les affaires deviennent purement des affaires entre les partenaires. Voilà. Donc, une grosse différence, c'est que autrefois, la loi aussi, il intervient pour former une sorte de régime d'entreprise à investissement étranger spécial par rapport aux entreprises chinoises, puisque à part les traitements préférentiels en termes de fiscalité, mais aussi il y a on appelle la corporate governance, c'est-à-dire le régime de gestion de sociétés différentes. Par exemple, dans les sociétés mixtes, il n'y a pas une autorité de l'Assemblée d'actionnaires. L'autorité suprême, c'est un conseil d'administration. Pourquoi ça? C'est parce qu'il ne veut pas actionnaires
étrangers interviennent dans une affaire interne d'une société mixte en Chine. Monsieur Gemeno, en fait, votre entreprise a démarré ses activités en Chine déjà dans les années 80. Et comment a été prise la décision d'investir en Chine à l'époque? En effet, nous sommes arrivés en Chine en 1985. À l'époque, la logique de l'investissement en Chine était basiquement celle d'investir dans un pays dans lequel on pouvait avoir accès à des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas et par cette voie, être capable de constituer des usines particulièrement avantageuses en termes de coûts de production. Et donc, la plupart des entreprises qui étaient attirées à l'époque par la Chine, ce qu'elles voulaient faire, c'était de constituer des plateformes de production très compétitives en termes de coûts, capables d'exporter sur les marchés mondiaux. Ça, c'était vraiment la logique qui a inspiré la plupart des investissements étrangers en Chine dans les années 80 et 90. Mais cette logique a très rapidement changé. Et la plupart des entreprises, parmi elles la mienne, nous avons trouvé que les vrais intérêts de la Chine étaient la Chine elle-même, les marchés chinois, l'énorme potentiel de croissance du marché chinois. Et depuis, je dirais maintenant 10, 15, 20 années, la plupart des entreprises qui investissent en Chine les font pour se mettre au service du développement du marché chinois, pour livrer à partir de la Chine le consommateur chinois et les clients chinois. C'est toute une différence par rapport à la stratégie des entreprises d'il y a 30 ans. Alors, on va analyser plus le marché, l'état actuel du marché chinois un peu plus tard. Mais Monsieur Han Qiming, je voudrais encore vous poser la question sur votre observation sur l'état du marché chinois dans les premières années, premières heures de l'ouverture. Oui, dans les premières heures de l'ouverture, c'est en fait marqué par la promulgation de la loi sur la JV sur l'entreprise mixte. Donc, c'est en 1969. Et à l'époque, donc, le gouvernement chinois a décidé d'ouvrir la porte aux investisseurs étrangers, mais il ne sait pas quoi faire. Donc, ils ont invité quelques experts étrangers pour rédiger cette loi, mais cette loi a été faite très protectrice des entreprises chinoises, parce qu'à l'époque, les entreprises chinoises, essentiellement les entreprises de l'État, au contraire de la situation actuelle, à l'époque, ils sont très pauvres, ils n'ont pas de l'argent. Ils ont des produits très vieillottes et ils n'ont pas de vraie gestion d'entreprise et ils n'ont quasiment pas de marché par rapport aux produits nouveaux étrangers. Donc, c'est un ensemble de manquements dans tous les domaines. Et à cela, rajouter qu'il n'y a pas de marque, qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, il n'y a même pas le concept de la protection de propriété intellectuelle. Donc, dans ce début d'ouverture, il n'y a quasiment que des grandes entreprises étrangères qui entrent en Chine. Donc, moi, en tant qu'avocat des investisseurs étrangers, donc avec ces entreprises, nous avons essayé d'appliquer des structures d'entreprises modernes en Chine avec le cadre juridique qui est fondé par la loi sur les entreprises mixtes. Donc, petit à petit, ces règles, ces lois, ces règlements ont concrétisé au fur et à mesure du développement de ces investissements étrangers en Chine. Et parce que vous avez travaillé pendant
très longtemps avec les investisseurs étrangers. Donc, comment constatez-vous l'évolution de la situation? Donc, quel état de lieu faites-vous maintenant sur le marché chinois actuel, sur les problématiques que vous avez mentionnées au début de l'ouverture? Comment la situation a changé? Est-ce qu'il y a des points qui ont été améliorés ou est-ce qu'il y a aussi encore des failles qui attendent d'être remplies? Alors, nous avons connu deux phases. La première phase, l'investissement étranger n'est pas régi par la loi des sociétés chinoises, mais il est régi par la loi spéciale, spécialement promulguée pour les investissements étrangers. Donc, il y a à l'époque un traitement au-dessus des entreprises chinoises puisqu'il octroie des avantages fiscaux et certains avantages sur le terrain. Donc, c'est une période où les investisseurs étrangers bénéficient d'un régime plus ou moins favorable. Et 10-15 ans après, donc petit à petit, ces mesures ont été supprimées, surtout les traitements préférentiels en termes de fiscalité. Et jusqu'à 1er janvier de cette année, donc l'ensemble de régimes juridiques gouvernant les entreprises étrangères ont été remplacés par la compagnie law, par la loi des sociétés, c'est-à-dire c'est rendre les entreprises à investissement étranger et entreprises domestiques sous le même régime juridique. Donc, ils sont dans les mêmes règles de jeu. Et puisque ça vient de commencer, on verra comment ça s'évolue. Je pense que ça va dans le bon sens. Alors, Monsieur Gimeno, en fait, vous êtes venu en Chine pas au début de l'implantation de votre entreprise et quelles étaient vos attentes avant de venir en Chine? Quelles sont vos connaissances sur le marché chinois? Bon, je me suis installé en Chine en 2010, mais avant de venir dans ces pays pour y vivre, j'étais venu plusieurs fois et j'avais commencé à visiter la Chine déjà au début des années 2000. Donc j'avais une connaissance relativement bonne de la réalité de votre pays. Alors, mes attentes quand je suis arrivé ici, c'était des attentes qui pourraient se résumer en deux mots. Des attentes en termes de croissance rentable. Et c'était comme ça que le directeur général de Saint-Gobain de l'époque, le président de Saint-Gobain de l'époque, m'a confié la mission de créer, comment dirais-je, les conditions pour que de façon continue, de façon soutenue, on puisse développer notre entreprise en Chine de façon rapide et de façon rentable. Et c'est vrai qu'à l'époque, la Chine était extrêmement bien orientée. On se rappelle qu'à l'époque, les taux de croissance du PIB de la Chine étaient bien au-delà de 10%. Et on commençait déjà à entrevoir les grandes tendances des fonds, les grands piliers sur lesquels la Chine a battu sa croissance de ces dernières 10 années. Bien entendu, il y a tout d'abord l'énorme population chinoise, les milliards 400 millions d'habitants de la Chine, qui constituent en soi un marché colossal. Mais il y a aussi cette croissance formidable de la classe moyenne chinoise, qui devient une masse énorme en termes de capacité de consommation, pas uniquement de produits, comment dirais-je, commodités, mais de plus en plus de produits à forte valeur ajoutée, des produits performants, des produits à haute qualité.
Il y a aussi le phénomène de l'urbanisation que nous avons vécu ces dernières années et que nous devrions vivre encore dans les années qui suivent, avec des transferts phénoménaux des populations rurales vers des environnements urbains. Tout ça est porteur de croissance. Et bien entendu, les processus de digitalisation de la Chine qui portent en soi aussi beaucoup des potentiels de croissance. Et enfin, à l'époque, c'était tout simplement une perspective qui, avec les années, s'est consolidée, mais je parle maintenant de la révolution écologique, de la révolution environnementale. En 2010, quand je suis arrivé, la Chine démarrait son chemin vers cette direction, mais je dois dire que depuis surtout la moitié, enfin la mi des années 2010, les phénomènes s'est accéléré de façon très importante et a amené avec lui une croissance formidable. Donc voilà, c'était mes attentes en 2010 et je dois dire que pour la plupart des attentes, on était plus que confirmés. Donc j'exprime beaucoup de gratitude envers votre pays. Est-ce que ça veut dire que maintenant, quand les investisseurs étrangers choisissent d'investir en Chine ou se développer en Chine, c'est plus pour une main-d'œuvre bon marché ou pour des conditions avantageuses pour construire des usines? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, comme je vous disais tout à l'heure, c'était à l'époque, dans les années 80, en effet, la logique était celle d'avoir accès à un coût de main-d'œuvre très bas, à des conditions économiques très favorables en termes de coûts de production. C'était la logique qui a mené la plupart des investissements dans les années 80 et 90. Maintenant, la logique est différente. La logique est tout à fait différente. La logique, c'est de mettre en place en Chine les usines nécessaires pour desservir les marchés chinois et les faire à partir des usines et avec des équipes tout à fait chinoises. Donc c'est aujourd'hui pour la plupart des entreprises actives en Chine font de la Chine leur principal marché. Cela fait que les flux import-export se sont pour une bonne partie réduits puisque la plupart de nos productions sont digérées, sont digérées par la Chine, par les marchés locaux. Voilà. Alors, Monsieur Ran-Simon, en fait, vous suivez de près les entreprises étrangères qui investissent en Chine. Donc, comment voyez-vous l'impact de la pandémie et la montée des tensions géopolitiques sur ces investissements? À vrai dire, donc je continue pendant la période de pandémie de gérer fusion-acquisition. Donc il y a, c'est-à-dire depuis le début de cette année, j'ai connu des sociétés françaises, étrangères qui ont quitté la Chine, c'est-à-dire vendu leur société. Et j'ai constaté aussi des acquisitions et évidemment, la vie devient plus compliquée lorsqu'on va négocier, mais par rapport à autrefois, les Chinois ne connaissent pas étrangers, ne connaissent pas leur culture d'entreprise. Alors, étrangers ne connaissent pas la Chine, donc les négociations sont difficiles. Donc, je ne pourrais pas envisager que s'il y a une pandémie, il y a 10 ans, 20 ans, on peut encore mener des affaires, des acquisitions, des créations d'entreprises, mais aujourd'hui, c'est possible. En tout cas, donc, moi, j'ai constaté que cela peut-être, la pandémie a ralenti l'investissement étranger, mais ça continue, ça n'a pas empêché. Pour parler encore un peu de la différence de mentalité, nous allons maintenant interroger un autre professionnel qui travaille aussi très activement avec des partenaires internationaux, Monsieur Liu Yue, associé du cabinet d'avocats Jiayuan. Bonjour, Monsieur Liu Yue. En fait, d'après votre expérience, quelles sont les plus grandes différences dans les pratiques commerciales entre les entreprises chinoises et les entreprises étrangères?
Il y a de grandes différences entre la Chine et l'étranger en matière de culture et de pratiques commerciales. Par rapport aux Européens et aux Américains notamment, les différences sont notables. Généralement, les entreprises étrangères ont l'habitude de commercer selon certaines règles. Par exemple, elles vont élaborer un contrat très complet avant de signer un accord et vont établir des règles très précises concernant les droits et obligations de chacun. Les parties n'ont alors plus qu'à se baser sur le contrat pour la mise en œuvre de l'accord. Mais la situation est un peu différente avec les entreprises chinoises. Le contrat qui lie deux entreprises chinoises ne stipule en général que des principes pour certains domaines majeurs. Elles ont l'habitude de régler les problèmes spécifiques directement pendant la mise en œuvre de l'accord, conformément aux principes établis par les deux parties. Dans le cas d'une situation pour laquelle le contrat n'a pas stipulé de principe, elles règlent généralement le problème par la négociation en raison de leur bonne relation. La culture et les pratiques commerciales de la Chine mettent plus l'accent sur les relations personnelles avec les partenaires que sur l'élaboration d'un contrat très précis. Ces cultures et pratiques commerciales ont toutes deux des avantages et des inconvénients. Évidemment, la pratique commerciale privilégiée à l'étranger, qui est beaucoup plus précise, favorise la mise en œuvre des accords. Comment la mise en œuvre doit être faite, comment les problèmes rencontrés doivent être résolus, tout est précisé dans le contrat. C'est très facile. Sur ce point-là, la culture commerciale chinoise est moins bonne. Mais la culture commerciale de la Chine permet de mieux maîtriser le risque de crédit. Dans le domaine des affaires, le risque de crédit est un risque majeur que ni la loi ni un contrat ne peuvent prévenir. Les pratiques commerciales chinoises mettent l'accent sur les relations personnelles. Soyons amis d'abord, faisons affaire ensuite. Et cela permet de réduire considérablement le risque de crédit. Et pour vous, comment ces différences peuvent être résolues d'une façon raisonnable ou intelligente? Le commerce, c'est avant tout parvenir à des accords. Il est évident qu'il sera plus aisé d'atteindre ces objectifs commerciaux en respectant la culture commerciale de l'autre et du marché local. En réalité, beaucoup de multinationales qui ont réussi ont cette capacité. Carrefour, par exemple, est une entreprise française extrêmement stricte. Quand Carrefour est entré sur le marché chinois, il a mis en place de nombreuses mesures commerciales pour répondre aux besoins du marché chinois, en se basant sur les habitudes commerciales et de consommation des Chinois. Cela a permis à Carrefour de proposer des produits et services très adaptés au marché local et d'être très bien accueilli par les consommateurs chinois. Le groupe a eu beaucoup de succès en Chine. Pour conclure, si une entreprise chinoise veut passer un accord avec une entreprise étrangère, si elle veut entrer sur un marché étranger, il faut absolument qu'elle s'adapte le plus possible à la culture commerciale de l'autre et qu'elle commerce selon la culture commerciale du marché local. C'est ainsi seulement qu'elle pourra atteindre ses objectifs commerciaux. Alors, Monsieur Gemeno, parce que vous travaillez directement avec des collaborateurs chinois, et est-ce que vous avez senti ce genre de, par exemple, parfois les sous-entendus sont difficiles à comprendre, donc quel est votre sentiment sur ces différences dans les habitudes commerciales? Moi, je pense que quand on parle d'entrepreneurs, on a beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous différencient. Un entrepreneur, quelle que soit sa nationalité, il a la passion pour construire, la passion pour transformer, la passion pour créer. Donc, je pense que de ce point de vue, il y a très peu de différence entre les entrepreneurs chinois et les entrepreneurs français. Ceci étant dit, comme mon collègue venait d'expliquer, il y a des différences qui sont le résultat d'une histoire différente, d'une culture différente. Et si je dois énoncer non, si je dois citer les différences principales, je dirais que de façon générale, les entrepreneurs chinois sont plus orientés vers l'action et de ce point de vue, ils sont plus pragmatiques
est peut-être plus rapide et plus agile. En revanche, les entrepreneurs français, l'homme des entreprises français, c'est quelqu'un des plus abstraits, des plus réfléchis, quelqu'un qui prend du temps dans la réflexion stratégique et de ces faits, ses choix sont plus stables. Et il y a moins d'erreurs. Donc, d'un côté, l'agilité, la rapidité, de l'autre côté, la stabilité et la solidité des décisions prises. Ceci me fait croire que, en effet, on est très complémentaires et que si vous mettez ensemble les caractéristiques que je viens d'écrire, que j'ai bien données aux entrepreneurs chinois et aux entrepreneurs français, et vous faites quelque chose de commun, vous arrivez à quelque chose de très complémentaire et très proche du profil de l'entrepreneur idéal. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les alliances entre la Chine et la France sur le plan industriel, sur le plan commercial, ont pour la plupart beaucoup de succès. En fait, vous êtes président du club d'entrepreneurs France-Chine. Donc, aujourd'hui, si il y a des entreprises françaises qui veulent encore investir en Chine, quels sont, selon vous, les je ne sais pas, de dire secrets de réussite, ou est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Enfin, il y a pas de secret, mais il y a surtout la nécessité de s'appuyer sur les équipes locales. Il faut surtout éviter toute forme d'arrogance, toute forme de sentiment selon lesquels on peut venir en Chine apprendre les Chinois à faire des affaires. C'est au contraire avec beaucoup d'humilité qu'il faut venir en Chine, essayer de s'appuyer sur les équipes locales de façon à avoir très vite cette connaissance intime, cette connaissance profonde du marché chinois, des consommateurs chinois, des partenaires chinois. Et c'est des conseils que je donnerais à n'importe quel entrepreneur qui veut s'installer en Chine. Alors, je vous remercie, Monsieur Han Qimong et Monsieur Ravi Jumeno, d'avoir participé à notre discussion et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.